Bonjour tout le monde, ici Gabriel, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous prévenir que l'épisode de cette semaine, il avait été enregistré avec un micro de mon côté qui n'était pas ultra fonctionnel. Vous m'excuserez alors donc pour la qualité qui est un peu moins bonne, en tout cas de mon côté. J'ai essayé en revanche de travailler beaucoup sur la qualité d'audio de JP et de notre invité de la semaine. Je souhaite quand même une bonne écoute et une bonne semaine. Salut. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et également aujourd'hui le retour du collaborateur spécial du podcast numéro 1. Là, ça fait déjà quelques temps et pour la première fois de la saison 3, là, mais Thomas est avec nous, donc salut Thomas. Rebonjour messieurs, merci de me recevoir encore une fois. Et on va, comme toujours, là, se faire, quand Thomas est là, on fait des épisodes là, qui, encore une fois, vont être dans le cadre là, des différents segments. Là, on vous fait un au son de la cloche et un instant économie, là, mais vous allez voir, on va pouvoir sortir un peu. Là, souvent, on parle encore surtout des au son de la cloche plus axé sur les marchés, sur ce qui se passe dans les marchés actuellement avec Thomas. Donc, on va en profiter. Là aussi, un fort, quelqu'un qui suit beaucoup ça et qui s'intéresse beaucoup à ça. Donc, on va en profiter de sa présence aujourd'hui. Là, mais avant d'entamer le premier de nos deux sujets, très d'actualité, vous allez voir là, aujourd'hui. Gab, je te laisse faire le disclaimer qui, encore une fois, peut être pertinent, surtout si on extrapole un peu au niveau de la situation des marchés boursiers. Là. Oui, vous connaissez, chers auditeurs, que le format au son de la cloche et l'instant économie, évidemment, il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas évidemment d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert sur des questions très particulières sur votre situation personnelle. Voilà. Super. Donc, commençons ça en force avec le premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, le premier sujet, là, qui, on va le dire, là, on va être honnête, là, Thomas et moi étions très intéressés à en parler et vous allez comprendre pourquoi là, assez vite. Là, c'est probablement le sujet de l'heure, autant en termes économiques, mais surtout en termes de marché. Donc, on vous le fait, comme on l'a dit, là, en termes au son de la cloche. Gab était peut-être un peu plus réfractaire, là, mais vous allez le voir, on va le prendre sous un axe très peu théorique, entre guillemets, mais beaucoup plus axé sur qu'est-ce qui se passe présentement. On a aussi sorti là, quand même des citations importantes là, de deux grandes personnes, deux grands économistes ou personnes d'importance pour le Trésor américain. Là. Donc on va vous en parler. On va vous parler de l'inflation. Donc c'est probablement le sujet, encore une fois, là, qu'on a le plus abordé. Le sujet qui explique également où est-ce que se situent présentement les marchés. Là. On voit un peu des marchés qui n'ont pas vraiment de direction présentement, là, même si en général l'été est souvent marqué comme étant une période le plus tranquille, avec bien évidemment les vacances et tout, là, les volumes de transactions sont plus faibles. Mais on remarque effectivement là, qu'il y a des hausses et des baisses. C'est dur de déterminer la tendance actuelle des marchés. Et tout le monde a l'inflation un peu soudaine là, qui se produit présentement comme étant la cause centrale. Donc on va vous en parler. Là. Je sais pas, Gab, si tu veux amorcer un peu, grosso modo, si tu veux, encore une fois, je te laisse dans les mains de l'introduction plus peut-être théorique de l'inflation si ça t'intéresse. Là. Mais sinon, peut-être commencer un peu à parler de ce qu'il y en est, là, puis on pourra enchaîner par la suite. Là. Oui, et puis je trouve que c'était important, effectivement, tu l'as bien dit, JP, de parler de ce sujet-là. Je dois t'avouer, c'est sûr que moi, mes connaissances aussi sont un peu limitées, en fait, de manière générale, sur ces sujets qui sont purement économiques. Hein. En revanche, c'est sûr que je trouvais ça pertinent qu'on le dise justement à nos auditeurs, un peu réexpliquer c'est quoi déjà l'inflation, effectivement, parce que évidemment on entend parler, c'est peut-être la statistique dont on entend le plus parler en ce moment, évidemment avec la croissance du PIB, donc du produit intérieur brut. Alors l'inflation, en fait, de manière générale, c'est l'augmentation générale des prix de la consommation. Alors ça peut être mesuré de deux façons, soit par un indice qui s'appelle le déflateur du PIB. Alors le déflateur du PIB, c'est un peu théorique, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Soit la méthode, comment dire, la plus couramment, et quand on le calcule, effectivement, c'est avec l'indice des prix à la consommation, ou IPC en français. En fait, c'est un panier représentatif de biens qui représente la consommation, si tu veux, d'un ménage. Donc, il y a un pourcentage, par exemple, qui, je sais pas, par exemple, dans l'alimentation, dans les produits frais, une portion, par exemple, dans l'électroménager, dans l'automobile, etc.
Il y a une portion, à mon souvenir, vous me corrigerez si je me trompe, qui est liée aussi à l'essence, du coup, aussi. Ben, Donc, juste, c'est une très très grosse portion de ça aussi qui est un ajout, je dirais, plus récent, là, mais qui n'était pas le cas avant, c'est les logements, ah oui, oui, qui oui. Ouais. comptent pour presque 30 à 40% du panier d'inflation maintenant, je pense. Et puis que je pense que ça va être d'actualité aussi sur l'extrapolation du sujet, là. Donc, pas Oui, oublier, c'est juste ben, je pense qu'on a eu les mêmes cours d'économie, là, Gab. Effectivement, on tend à oublier de mentionner que les logements font partie aussi du panier. ok. Ben c'est ça. Pour te dire qu'en gros, c'est un panier représentatif des dépenses, tu veux, d'un ménage, tu veux. Et le but, bah, plus l'inflation est élevée, bah, c'est sûr que plus, comment dire, c'est un mauvais signe, hein. C'est ça. Une inflation trop faible, ça l'est aussi. Une inflation trop élevée, ça l'est pas bon aussi. Alors souvent, la fourchette idéale d'inflation, c'est entre 2 à 4% par année. Et souvent, la cible qui est souvent recommandée, c'est 2 à 3%. C'est une inflation modérée, c'est toujours ce qui est préférable. Et ça veut dire que l'économie, quand même, est en bonne santé de manière générale et que les prix n'explosent pas. Alors, évidemment, on connaît des situations, on en connaît des bons exemples d'hyperinflation, donc dans des situations, dans des pays où justement la monnaie est complètement ne vaut plus rien en fait. Et bon, alors vous messieurs, plus généralement, l'exemple qu'on donne souvent, c'est au Venezuela, avec aujourd'hui, il faut amener des brouettes, si tu veux, pour t'acheter une brique de savon, mais on en a eu plein d'autres situations précédentes, l'Allemagne dans les années 30, comment dire, l'Argentine dans les années 80, la Hongrie dans les années 50, le Zimbabwe dans les années 2000-2010. Enfin bref, il y en aurait des centaines des exemples. Exact. Et puis, tu sais, on va encore une fois l'aborder en termes marché sous peu, là, mais on l'oublie souvent. Puis, tu sais, pour nos cours d'économie, comme vous avez parlé, là, on dirait qu'on oublie que c'est un des indices qui a le plus d'impact sur la vie courante, même des personnes qui sont peut-être non initiées à la finance ou à l'économie. Parce qu'en réalité, tu sais, pour vous donner quelques statistiques, là, si je me trompe pas, tu l'as dit, Gab, là, en général, ils veulent atteindre là, autour entre 2 et 3%. La cible long terme, c'est 2,5% là, que la Fed a mentionné. Et tu sais, présentement, on a un contexte où la hausse de l'inflation pourrait amener à ce que, tu sais, ils disent idéalement, on va atteindre le 3% d'ici la fin 2021, mais en tant que tel, présentement, c'est pas contrôlé. Il n'y a pas de garantie qu'on va peut-être pas être à du plus que du 3-4% et même plus, c'est pas contrôlé présentement. Donc, c'est un des indices qui est quand même assez intéressant à suivre et à définir parce que sans contrôle, ça va dans tous les sens un peu. Et qui dit sans contrôle et sans ajustement, encore une fois, et on parlera de qui là, dans le contexte des États-Unis, c'est la Fed. Mais c'est sûr que, encore une fois, quand on parle de volatilité et si on peut dire de risque pour les marchés, c'est sûr que d'avoir une inflation qui est instable va être à la base de tout. Donc, le point central, si on peut dire, et le point qu'on voulait soulever, c'est les marchés sont volatiles et on va probablement tomber là-dessus présentement, mais c'est en grande partie parce que l'inflation a une tendance à la hausse et cette tendance à la hausse-là présentement rappelle un peu, et encore une fois, c'est purement statistique et on est très loin d'être dans le même contexte, bien évidemment, mais la hausse actuelle rappelle un petit peu qu'est-ce qui s'est produit juste avant la crise de 2008. Encore une fois, personne ne dit que c'est ça qui va se produire, mais en tant que tel, il y a une économie qui s'accélère extrêmement présentement, qui est encore une fois basé sur le fait que, étant donné que l'économie avait très 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 mal il y a de cela quelques mois, la Fed et les différentes banques centrales ont mis des politiques qui étaient hyper favorables à ce que l'économie se ressaisisse d'une certaine manière, mais là c'est vraiment le pied sur l'accélérateur à fond et on ne semble pas vraiment vouloir reculer sur ces politiques-là qui sont vraiment basées sur la croissance de l'économie. Donc c'est vraiment le point central de où est-ce qu'on en est. On a une économie qui souffrait, mais qui reprend à vitesse grand V et qui n'est pas vraiment régulée ou contrôlée parce qu'on veut que cette économie reprenne là et d'une certaine manière aille se restabiliser par elle-même. Mais où est-ce que ça va amener, c'est vraiment le point là, qu'on veut regarder aujourd'hui. Je veux juste parce que tu as abordé quelque chose, JP, là, que je trouve quand même important, juste avant que peut-être qu'on parte ces marchés, il y a des gros impacts sur la vie des gens. Comme tu disais, donc il y a des gros enjeux de société liés à l'inflation parce que c'est l'augmentation des prix des choses que tout le monde consomme. Puis là, on se retrouve un peu dans un scénario comme un peu en 2008 où on sort d'une crise qui a été quand même majeure. Et les personnes qui ont été le plus touchées par la crise sanitaire, c'est souvent les emplois un peu de base, là, tu sais, avec Précaire, ouais. au salaire minimum ou des choses comme ça. Et en fait, souvent, avec les problèmes d'inflation qu'on a en ce moment, beaucoup liés justement au logement, pour la partie
pour la majorité là, des pays qui voient des scénarios d'inflation élevés en ce moment, ça vient des logements. C'est des choses qui se répercutent directement sur la qualité de vie de ces personnes-là. Ils ont eu une crise difficile, il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi, qui ont dû changer de domaine, donc très difficile sur leurs finances. Puis là, en plus, ils se retrouvent avec des problèmes à se loger parce que les logements augmentent, ils se font évincer, etc. Donc oui, ça va être drôle et intéressant de parler de marché, mais juste aussi, c'est ça, l'impact sur la société est direct. Et, ça apporte quand même des histoires qui sont un peu tristes là, si on vit des scénarios d'inflation élevée pendant longtemps. Là. Oui, et puis ce que je trouve particulièrement inquiétant aussi pendant cette période-là, et c'est pour ça que le sujet aussi fait, encore une fois, fait tout son sens, c'est que, au contrario, si tu veux, de scénario normal, en fait, où souvent quand on est dans des crises économiques avec énormément de chômage, les prix ont tendance à baisser, si tu veux. L'économie s'ajuste naturellement, tu vois, par exemple dans la crise des années 30, si tu veux, si les prix n'avaient pas chuté, si tu veux, bah, la société aurait complètement explosé. Or, naturellement, etc., avec, puis en plus, il est sûr qu'il y a eu la reprise juste avant la guerre, la reprise économique, bah, naturellement, si tu veux, les prix ont commencé à remonter dans les périodes, si tu veux, de reprise économique. Ce qui est le cas en ce moment. Le problème, c'est qu'avec les programmes, tu l'as bien mentionné, Thomas, d'aide gouvernementale qu'on a eu, si tu veux, pendant la première vague, en fait, donc durant la première partie de 2020, si tu veux, le paradigme, si tu veux, des gouvernements, c'était d'éviter euh, que les gens, si tu veux, ils perdent leur emploi ou qu'ils n'aient plus rien à manger, en fait. Et le problème, c'est que ce phénomène-là, si tu veux, a donné de l'argent quasiment gratuitement, en fait, dans la peau de millions de personnes. Et c'est vrai que cette situation-là fait que bah, les prix, par exemple, de matières courantes durant la crise ont vraiment augmenté. Moi, je te parle d'un mon exemple personnel, tu veux. Moi, je le vois que mon panier, si tu veux, de biens courantes et de supermarché, tu sais, il a augmenté quasiment de 20% en une année. Et ça, c'est vraiment les petits gens comme moi, par exemple, on le voit tout de suite. Et c'est vrai que le logement aussi, c'est un autre point particulièrement inquiétant. C'est vrai que la crise du Covid nous a fait réaliser l'importance du bien-être chez soi. Je vois, messieurs, ça, je pense que on l'avait déjà dit à nos auditeurs, vous avez tous les deux acheté pendant cette période-là. On a eu cette chance-là. Voilà, ouais. Vous avez eu cette chance-là, et c'est vrai que on est dans une période où, si tu veux, les gens veulent habiter il veut y avoir un bien-être intérieur. Je sais pas, d'être dans un appartement confortable, etc., moderne, etc. Ce qui est votre cas, là, en tout cas. Mais c'est vrai que cette tendance-là a fait, comment dire, vraiment grimper les prix, si tu veux, de l'immobilier. Et ces prix de l'immobilier-là, évidemment, avec le jeu de la spéculation immobilière, elles se transfèrent effectivement dans le prix des loyers, bien évidemment, parce que l'immobilier, c'est un jeu de la rentabilité, hein, bien évidemment. Exact. Ouais, non, on est vraiment dans un scénario en ce moment, qui creuse les inégalités. Les gens les plus touchés sont les gens les plus affectés par les hausses de prix, souvent. Tu sais, des fois, nous, je pense qu'on est chanceux, là, ça va bien. On n'a pas besoin d'attendre après nos payes à chaque semaine pour aller faire l'épicerie, là, puis tout n'est pas budgété à la scène, mais c'est le cas pour beaucoup de familles. Puis, donc, c'est ça. Je voulais juste qu'on ait une petite pensée pour ces gens-là aussi aujourd'hui, pour qui c'est un scénario très, très impactant là, sur leur Exactement. Mais quotidien. c'est ça, que l'inflation affecte vraiment beaucoup plus que l'aspect des marchés sont volatiles, mais vraiment le fait que ça a effectivement un impact sur les poches courantes, et on va en parler beaucoup des États-Unis, là, mais on s'entend que la population américaine est pas mal l'exemple parfait là, des disparités financières, là. Donc c'est un petit peu ça le cas, là. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui s'en portent un peu moins bien, surtout dans les grands centres urbains, avec, comme on parle, la hausse des prix des logements. L'élément clé, puis ça, c'est les deux points que je voulais peut-être conclure, les deux petites citations là, que je voulais partager, ou les deux avis d'experts, avant qu'on parle peut-être un peu plus de ce qui se passe au niveau des marchés en cette magnifique période, là, des résultats d'ailleurs trimestriels là, au niveau des États-Unis. Donc c'est une période qui est en général très intéressante, juste au courant de l'été, là, chaque année, mais que cette année est un petit peu ternie là, par ce qui se passe. Donc il y a deux personnes, là, on voulait les nommer, là, Janet Yellen, qui est la secrétaire au Trésor américaine, et également Jerome Powell, qui est le numéro 1 de la Fed. Les deux
on fait là, des mentions publiques. Là. Yellen, je crois que c'est au niveau d'une rencontre à Venise là, avec des hauts gradés financiers là, des grandes économies mondiales. Et Powell, c'était pour le statut de la Fed, là, je crois, au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants aux États-Unis. Les deux ont soulevé, bien évidemment, et ont parlé en long et en large de l'inflation. Là. Bien évidemment, c'était le sujet de l'heure, on l'a dit. Mais les deux ont mentionné, encore une fois, et peut-être certains vont dire que c'était dans un axe politique, là, et c'est dans un axe peut-être aussi pour calmer là, tout le monde, là, mais en tant que tel, les deux ont mentionné qu'ils voyaient effectivement la continuité là, de cette hausse de l'inflation soudaine-là. Ça continue encore peut-être pour l'année 2021 et peut-être même 2022, mais qu'en tant que tel, c'était quelque chose qui allait se stabiliser par eux-mêmes, et ils disent qu'encore une fois, les banques centrales ne devraient pas commencer à penser à mettre des structures en place pour soit augmenter progressivement les taux directeurs, qui sont toujours très très bas présentement, ou bien de réduire, entre autres aux États-Unis, de réduire l'achat de bons, par exemple, que la Fed fait encore de manière courante. Là, c'était la grande stratégie qui a sauvé l'économie américaine, certains vont dire, là, pendant la crise du COVID, mais ça continue encore présentement à ce jour, même si l'économie s'en porte mieux. Donc Powell et Yellen étaient de l'avis, ça va se statuer, ça va se calmer. Pour l'instant, on ne met aucune politique monétaire en place pour restreindre, si on peut dire, cette croissance soudaine de l'économie-là qui amène en contrepartie là, cette inflation-là. Donc notez quand même les avis d'experts. Là. Encore une fois, certains vont dire que c'est terni par leur intérêt politique, etc. Bon, certes, là, mais en tant que tel, c'est des grands connaisseurs et des personnes notoires de l'économie mondiale. Et les deux mentionnent de juste prendre ça avec un point de mire qui est oui, l'inflation va être en hausse, mais les bénéfices pour la société en général avec une économie qui va revenir sur les rails va être beaucoup mieux et va être beaucoup plus important à terme quand on va être rendu en 2023, par exemple, que ce qu'on vit présentement. Donc, ça sera à voir. Je voulais quand même faire le petit point, là, étant donné que on va passer plus en axe marché, là, mais c'est ça, je voulais vous passer la parole maintenant. Là, j'ai regardé encore une fois là, un petit peu ce qui sortait avec les grandes institutions là, et les grandes compagnies américaines là, qui sortent leurs résultats. Et également avec les résultats des indices. Là, donc, je crois que à chaque jour, je regardais ça avec un grand plaisir. Puis c'est toujours, aujourd'hui, c'est dans le vert. En fait, on parle en témoin souvent, là, mais hier, c'était dans le vert. Là, la clôture suivante, on est dans le rouge. Il n'y a aucune constante présentement. Là, les gains d'une journée sont souvent perdus le lendemain. Il n'y a pas de tendance haussière ni baissière forcément présentement. Là, mais il y a clairement des hausses et des pertes et donc de l'instabilité. Et s'il y a bien une constante qu'on a parlé, l'instabilité, c'est pas nécessairement bon pour les marchés. On en parle tout le temps dans nos épisodes du podcast. Là. Donc, je voulais avoir un peu votre avis, les boys, là-dessus, là, sur ce que vous en pensez, de ce qui a peut-être retenu votre attention également là, au niveau des places boursières dans les dernières semaines, là, depuis que c'est clair, net et précis que tout le monde parle de l'inflation comme étant quelque chose d'un peu problématique, là, quand même, il faut le noter. Ben, moi je trouve, je trouve que c'est un scénario quand même palpitant à suivre, là, l'inflation par rapport au marché. Puis quand on parle des marchés, je pense qu'on fait plus référence au marché des actions. Là. Oui. Parce que c'est ça, c'est le marché des actions qui va dans tous les sens, puis c'est typique du fait qu'on a de l'inflation élevée. Pourquoi? Parce que, comme on vous l'a expliqué avant, l'inflation, c'est l'augmentation des prix, mais ça veut souvent dire l'augmentation des prix, elle vient des compagnies, tu sais. Donc, un scénario d'inflation élevée, ça va parfois bénéficier une compagnie qui est capable de justement repasser l'augmentation des prix à ses clients. Parce que faut comprendre, l'inflation, ça veut dire que la compagnie elle va payer plus cher pour ses matières premières. Mais si elle est capable de vendre son bien plus cher à ses clients sans perdre trop de demandes, l'impact overall sur cette compagnie-là va être peut être réduit. Dans certains cas, ça peut même être profitable. Mais pour d'autres, il y a des compagnies qui n'ont aucune capacité à passer une hausse de prix à leurs clients. Eux, ils vont savoir un gros coût parce que ils font juste perdre de l'argent. Ça leur coûte plus cher avoir des biens pour produire, pour transformer, puis après, ils sont pas capables de vendre plus cher. Donc là, c'est pour ça que en fait, ça va dans tous les sens dans un scénario d'inflation. Puis c'est là que ça devient intéressant pour un professionnel de finance de faire du cas par cas, là, de vraiment se plonger, faire l'approche bottom-up, là, comme on dit, là, de regarder compagnie par compagnie, puis essayer de choisir des gagnants. Justement, c'est-à-dire des compagnies qui vont être capables de passer des hausses de prix à leurs clients versus d'autres qui vont juste subir les contre-coups. Donc, pour moi, c'est ça qui explique un peu le fait que des fois c'est dans le rouge, des fois c'est dans le vert. T'sais. Oui, et puis tu vois, c'est sûr qu'un un Costco, par exemple, ou un Walmart de ce monde, c'est sûr qu'il a beaucoup plus de facilité, si tu veux, à aller négocier avec ses fournisseurs. Et il a de la facilité, si tu veux, à transformer justement, faire passer ses hausses de prix, tu vois, à ses clients. Ou soit réussir à pas bouger trop ses marges. Mais il faut savoir que les TPE, les PME,
elles ont été très affectées, si tu veux, par la situation de la Covid, etc. Et c'est vrai que malheureusement, elles n'auront pas le choix d'augmenter leur prix. Autre problème aussi, c'est que, encore une fois, je vais passer pour un peu le méchant de l'histoire, mais euh, encore une fois, ces programmes sociaux qui ont été développés en 2020, si tu veux, ça a fait remettre les gens sur le marché du travail très tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont changé d'horizon professionnel, etc. Et cette situation-là fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs, si tu veux, qui sont, je dirais, comment dire, qui requièrent peu de qualifications. Par exemple, l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, qui ont du mal à embaucher, si tu veux. T'as des fois des gens, alors c'est sûr, ce n'est pas des salaires très élevés aussi, c'est le gros problème, mais ils n'arrivent pas à embaucher, surtout dans des régions un peu isolées ou pas en ville, tu vois. Ils ont de la difficulté à retenir la main-d'œuvre, etc. Et tout ça crée encore une fois un cercle vicieux d'inflation qui, bah, sur les marchés, fait que bah, les gens s'inquiètent, tu veux, et même, tu vois, par exemple, des grandes entreprises, elles vont se demander comment on va faire pour être compétitif au niveau des salaires, tu vois. Encore le même exemple, c'est que si par exemple un Tim Hortons, avant, il payait 12 dollars de l'heure, par exemple, pour un employé de première ligne, et aujourd'hui, il est obligé de signer les gens à 15 dollars, par exemple, bah, la personne qui est payée 18 chez Costco, elle va dire, bah, moi, j'ai plus mon avantage par rapport à l'autre personne, si tu veux. Or, quand tu as une demande, si tu veux, de biens et de produits de services qui augmente, nécessairement, les prix ils augmentent. Et c'est un jeu, comment dire, économique qui définit, évidemment, l'économie de manière générale. Mais exact, et puis tu sais, je pense qu'un des points qui est aussi intéressant à noter, c'est on en a parlé brièvement, là, mais tu sais, on est en période estivale et c'est souvent quelque chose, ils vont mentionner que c'est souvent quelque chose de fréquent et qui n'est pas inhabituel de voir beaucoup de personnes qui vont attendre quand même avant de transiger fréquemment pendant l'été, le temps de voir un peu la direction que les marchés vont prendre pour les derniers trimestres de l'année. Présentement, le gros enjeu, justement, c'est quoi? Mais si on en est sur un point où c'est difficile pour les personnes de voir où est-ce que ça va, dans quel sens s'en va l'économie. Et d'une certaine manière, la seule raison pourquoi les places boursières se tiennent quand même présentement, et on l'a dit, c'est parce que c'est la période des résultats aux États-Unis. Les résultats américains, on peut le dire, au niveau trimestriel, c'était attendu que ce soit des bons résultats. Là, on compare un trimestre par rapport au trimestre d'année passée. L'année passée, c'était pas nécessairement la meilleure période pour les grandes compagnies américaines, là. Certaines d'entre elles très bien, certes, là, mais la majorité peut-être pas. Donc les résultats sont très bons et on voit même un petit peu au-delà des attentes des analystes, qui est toujours très bon, encore une fois, c'est la base. Là. Si c'est mieux que ce que les analystes pensent, ben en général, les titres vont prendre de la valeur. Donc il y a un peu cette logique-là, encore une fois, que les marchés boursiers, surtout américains, vont être supportés par les grandes capitalisations, les grandes, le fameux S&P 500 par exemple, les compagnies qui en font partie, qui certains voyaient déjà comme étant peut-être surévaluées. Donc c'est un peu ces compagnies-là qui prennent beaucoup de gains présentement, qui viennent un peu contrecarrer le fait que l'inflation amène beaucoup de volatilité de l'autre côté. Donc c'est ce qui est intéressant à voir. C'est présentement, on a un support qui est très solide des grandes corporations, mais encore une fois, tout le monde dit, ben ça chauffait déjà. On parle des techs, par exemple. Certains mentionnaient que ça chauffait déjà, leurs résultats sont toujours aussi bons, ça continue à... C'est to the moon un peu, là, on dirait, les bénéfices de ces compagnies-là. Mais certains disaient ça chauffe. Donc si ça tient plus à un certain point et que l'inflation reste un sujet d'actualité, un sujet chaud pour les prochains mois et peut-être même, encore une fois, pour 2021, 2022, où est-ce qu'on va s'en situer, c'est ça qui est intéressant. Comme on a dit et on l'a soulevé, c'est ce qui est important. Yellen l'a dit, les statistiques ressemblent à 2008, mais ce n'est pas du tout 2008. Il ne faut pas oublier qu'une crise sanitaire n'est pas une crise, une crise économique plus large basée sur l'immobilier, par exemple. Donc c'est sûr que c'est un tout autre monde, mais encore une fois, c'est ce qui est particulier, et il le mentionnait également, quelqu'un d'autre, je crois, de la Fed américaine le mentionnait, c'est aussi quelque chose qui est sans précédent. Donc quand est-ce que les instances économiques doivent intervenir, doivent mettre en place des politiques restrictives? On ne le sait pas, on n'a pas vraiment de préavis sur comment contrôler ce genre de trucs-là. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'ils veulent pousser la reprise économique en défaveur de certains indices clés? C'est ça qui est un peu intéressant, et puis tu l'as bien dit, Gab, les programmes sociaux, les avantages et surtout là, tout ce qui est le fait de redonner de l'argent à la population, là, les fameux chèques là, que Trump avait commencé, que Biden continue à offrir dans certains contextes. Ça, c'est plus restreint, si je ne me trompe pas, mais c'est quand même encore courant. Mais ça continue encore une fois à faire en sorte que ça amène plus, oui, d'argent aux personnes, mais aussi on sait que pour que l'économie fonctionne, il faut que l'argent circule. Mais avec les restrictions, avec le fait que plusieurs industries sont pas encore reparties, avec l'aviation, etc.,
la circulation de devises et la circulation même des liquidités n'est pas du tout au même point qu'on l'attendrait. Donc ça aussi, c'est un problème. On a, oui, des personnes accumulent du capital, c'est bien, il y a des problèmes sociaux, c'est tant mieux, ça en prend. Mais encore une fois, l'argent n'est pas forcément utilisé, ce qui entraîne, encore une fois, le fait qu'il y a un petit peu un frein constant. Donc, où est-ce que ça se situe, où est-ce qu'on s'en va? C'est ce qui est intéressant et c'est un peu le but du segment d'aujourd'hui. On n'a aucune réponse, littéralement, à part analyser, c'est ce qui est magnifique. Et on aurait eu Janet Yellen aujourd'hui avec nous en live, ce qui aurait été un honneur et un miracle peut-être pour certains, là, étant donné qu'elle est aussi anglophone et que notre podcast n'est peut-être pas pour cette tranche-là. Mais ça aurait été, je crois, la même chose. Personne en économie, présentement, ne semble pouvoir prédire où est-ce que ça en est, sauf peut-être une personne à quelque part qui aurait prédit, on fera un film sur lui un jour, là, mais personne ne sait vraiment la direction et les bonnes manières d'agir parce que c'est une première et on n'a jamais vu quelque chose d'une ampleur comme une reprise d'une crise sanitaire qui a littéralement détruit toute l'économie du service. Non, c'est ça qui est épatant. Faut pas oublier, il n'existe aucun modèle dans la littérature pour gérer une crise sanitaire puis l'impact que ça a sur l'économie. T'sais. La dernière fois que c'est arrivé, c'était 1916, à la fin de la Première Guerre mondiale. Je pense que ça a commencé en 16 puis ça a vraiment levé en 1918. L'économie n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, là. Elle n'était pas organisée comme elle l'était. Il n'y a aucun modèle. Tous les pays ont géré ça du mieux qu'ils pouvaient en utilisant du gros bon sens puis en essayant de s'adapter à leurs particularités. Fait que là, aujourd'hui, on se retrouve à la sortie de cette crise-là. On ne sait pas si c'est encore la sortie d'ailleurs. Fait que non, faut pas oublier qu'il n'existe aucun modèle. Fait que c'est. On fait juste du mieux qu'on peut. Je pense que c'est ça que les économistes font, chacun de leur côté. Oui, et puis c'est très difficile, c'est vrai, de prédire. Même, tu vois, d'un point de vue sanitaire, ce qu'on disait il y a 1 an et demi, aujourd'hui, n'a plus aucun sens. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, de politiciens de mon pays natal, où je me trouve présentement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un peu du délai dans la communication, vous m'excuserez, qui nous disaient, ah oui, tu sais, le masque, c'est pas utile, si tu veux, en mars 2020, qui disaient, ah bah, non, ça sert à rien, alors qu'au final, c'est vrai que, comment dire, ça a aidé en partie, c'est pas non plus la solution finale, ça a aidé énormément, si tu veux, à ce que les gens se touchent pas dessus, tu vois. C'est un exemple. Et d'un point de vue économique, c'est la même chose. Sûr qu'il y a des gens, par exemple, qui se sont dit, bon bah non, on va avoir une politique de laisser faire. On va faire comme si tout était ouvert, puis les malades, ils resteront chez eux. C'est une vision, comment dire, qui est respectable, et c'est vrai que c'est une vision qui est, on va dire, en revanche, qui peut avoir un coût humain beaucoup plus élevé. Je pense que les politiciens en Amérique du Nord et en Europe ont beaucoup plus prôné l'approche de dire, bon bah nous, on préfère limiter les cas, on préfère, tant pis, prendre un énorme coup de massue sur la vie économique, etc., de manière générale. Et je pense que cette approche-là, c'est sûr, elle a un coût particulier, mais c'est celle qui a quand même permis de sauver le plus de personnes. Après, il y a énormément de questions qui vont nous rester à poser, puis je pense qu'on aura déjà pas mal abordé tous les sujets aujourd'hui. La question de la dette, la question de la fiscalité, c'est des choses, on entend de plus en plus parler de taxes GAFA ou taxes FANG, maintenant qu'on appelle ça comme ça, apparemment. C'est des choses, si tu veux, que moi, qui vont m'intéresser, je pense, pour les prochains mois, et je pense qui vont intéresser aussi nos auditeurs. Exact. Et puis, tu sais, c'est un peu ça. Et tu l'as bien dit aussi, Thomas. Là, on va avoir maintenant, avec ce qui se passe présentement, un modèle de comment sortir d'une crise sanitaire. Et on l'espère que ce modèle-là va pas être utile à chaque 5 ans. Ça, c'est certain. Parce que sinon, on aurait vécu beaucoup de pandémies, malheureusement. Mais encore une fois, c'est une première. Souvenez-vous, là, encore une fois, et c'est ce qui est bien, là, c'est bien que vous vous intéressiez, que vous suiviez le podcast et que vous fassiez vos recherches par vous-même parce qu'on est sans précédent. Depuis le début du podcast, ça fait déjà plus d'1 an, là, mais on est sans précédent à chaque semaine qu'on vous parle. Donc tout ce qui se passe, c'est super intéressant. C'est en termes d'analyse et de personnes qui s'intéressent à ce qui se passe, on est vraiment dans un contexte super pertinent. On ne vit absolument rien qui existe déjà au niveau des marchés boursiers et de l'économie. Donc effectivement, passons maintenant à notre deuxième segment qui, encore une fois, rappelez-vous, le premier était au son de la cloche, on l'a fait, c'est un petit peu mix, là, mais on va poursuivre quand même avec l'instant économie. Parfait. Donc, le sujet que je propose, là, on change un petit peu de registre. Là, on reste encore une fois dans un axe économie et on va parler un petit peu plus de devises. Là, mais je voulais proposer le sujet aujourd'hui. Encore une fois, je pense que ça a été annoncé cette semaine, le mercredi, je crois, de la semaine passée en fait, qui était en fait l'euro et la Banque centrale européenne veut commencer à étudier la mise en place d'une version digitale de la devise.
ce qui serait au niveau d'un continent complet pour un nombre de pays aussi important une première. On va parler très brièvement également là, de comparables là, par rapport principalement au USD et au yuan. Là. Le yuan a peut-être un petit peu d'avance, on en parlera sous peu. Mais c'était effectivement quelque chose que je voulais soulever. Là. J'ai trouvé ça très intéressant de voir que pour la première fois et de manière publique, là, une entité, une banque centrale là, de grands regroupements, dans ce contexte-ci de la zone euro, là, mais d'un grand regroupement occidental, commençait à réagir au fait que présentement, on vit avec tout ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies, et je voulais aussi votre avis là-dessus, les boys, là, sur la partie, que littéralement, on pourrait aujourd'hui décider de se partir une crypto-monnaie, on paye quelques influenceurs qui font du pump and dump, c'est absolument ridicule, le contexte réglementaire, c'est complètement fou, comment il y a un risque réel, et c'est ce qui est la base même de la discussion que la Banque centrale européenne avait. Il y a un risque réel d'une forme de décentralisation de la finance ou de l'économie avec ces entités privées-là, parce qu'il y a de plus en plus de capital, et on ne parle même plus du Bitcoin. Le Bitcoin est rendu d'une certaine manière notoire et reconnu, puis on en parle maintenant au même titre qu'on va parler du cours du pétrole et de l'or, c'est rendu à ce point-là. Mais en tant que tel, il y a vraiment un risque que si les banques centrales ne commencent pas à réfléchir à comment faire évoluer leur papier-monnaie, et c'est une bonne terminologie dans ce contexte-ci, mais la bonne vieille devise physique, de ne pas faire passer ça dans une autre génération, on va peut-être avoir des retards. Il y a peut-être réellement un risque à ce que ces devises-là, perdre de l'importance en termes d'utilité, mais surtout, et c'est également un point qu'on pourra parler pour ce qui est de l'euro, là, mais perdre de sa pertinence sur l'échiquier mondial. On parle souvent du USD. Le yuan, de son côté, prend de plus en plus d'importance avec la croissance de la Chine et l'importance que la Chine prend, encore une fois, en Orient. Et également le fait que la Chine a déjà développé une version digitale du yuan. Donc on a un peu l'euro qui est situé entre les deux, entre les États-Unis qui sont comme le USD digital, ça ne nous intéresse pas vraiment présentement. Dans tous les cas, c'est le USD, on est pertinent pour le restant de l'humanité. Du côté du yuan, qui sont comme pour prendre la pertinence, on va créer une version digitale. Et tu as l'euro qui est entre les deux à dire, mais qu'est-ce que je fais si je veux rester bientôt, là, ça va s'en venir, là, mais la troisième devise en importance en termes d'utilité. Donc je vous laisse un petit peu aborder également votre avis là-dessus, là, sur ce qui en est là, de la digitalisation des devises. C'est un sujet complexe. Tu sais, déjà, une devise, ça a toujours été, c'est quelque chose auquel il faut avoir confiance. Puis c'est cette confiance-là en la devise qui donne sa pertinence. Puis là, donc, tu as cette nouvelle forme de devise qui sort, la devise digitale. Puis là, on constate clairement cet effet-là de confiance. Les devises qui prennent de la valeur, c'est parce que la demande, elle augmente, puis souvent sans raison, là, puis avec les effets justement de pump and dump, là, il y a beaucoup de manipulation. Euh, Comme c'est nouveau, il n'y a pas de réglementation, fait qu'il il peut se passer n'importe quoi. Fait que, moi, je trouve que pour une banque centrale, au moins déjà d'en parler, puis d'être conscient qu'il y a des enjeux, je trouve ça beaucoup mieux, là, comme ce que fait la Banque européenne en ce moment versus les États-Unis qui disent ne pas s'y intéresser. Là. Euh, je pense que pousser ça du revers de la main, c'est juste une erreur, là, parce que c'est quelque chose qui va prendre l'ampleur dans nos sociétés. Fait qu'il faut s'y intéresser. Après arriver avec des réponses rapidement là-dessus, c'est un sujet qui est beaucoup trop complexe. Puis je pense que Gab, tu Oui, veux agir là-dessus. oui, je dois être franc avec toi je trouve que c'est un excellent sujet là qui nous a été amené par JP parce que c'est monté pas mal dans les actualités et je dois t'avouer j'avais entendu parler de ça et je m'en suis un petit peu renseigné effectivement avant qu'on fasse le sujet. Alors, d'abord je te remercie JP encore une fois. Euh, Bon, pour comprendre un peu le concept de l'euro digital aussi, c'est en fait tout simplement la monnaie européenne, mais qui, au lieu d'être distribuée sous forme de papier, tel qu'on le connaît aujourd'hui, serait distribuée sous forme de tokens électroniques. Tu sais, on a entendu parler de plus en plus ces dernières années de chaînes de blocs ou blockchain en anglais, qui sont en fait, et encore une fois, vous m'excurez, c'est pas ma spécialité, je n'irai pas vous quand vous allez me parler de chain of proof, ce genre de choses, moi j'y connais rien. Je préfère être franc là-dessus. Donc si vous avez des commentaires à les mettre, mettez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir pour que je comprenne mieux aussi de quoi on parle. Donc en fait, tout simplement, c'est un espèce de livre en fait dans lequel l'ensemble des transactions sont publiques, si tu veux, mais anonymes. Ce qui fait que c'est très similaire cet euro digital à de monnaie papier, à la différence que
au lieu d'être émis sous forme de papier, bah, c'est un wallet en fait, c'est un espèce de porte-monnaie électronique, donc ce qui fait que les transactions, et c'est ça qui est très cool avec ça, les transactions sont validées automatiquement, c'est-à-dire elles sont toujours définitives les transactions, donc imaginons que vous fassiez un don par exemple de, je sais pas, de un bitcoin, c'est là vous seriez très riche en l'occurrence, à l'un de vos amis, bah souvent ce qui va se passer c'est que vous allez scanner son QR, donc parce que c'est souvent mis sous forme de QR, et cette transaction là elle va passer par la blockchain, elle va être validée si tu veux par un ensemble si tu veux d'ordinateurs qu'on appelle des mineurs, et cette transaction là va être validée de manière automatique et à des frais comment dire qui sont très simples. La transaction est définitive, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, contrairement à une carte de crédit, reprendre votre argent. Il faut que la personne vous redonne un billet. Un peu comme quand vous allez chez le marchand de journaux ou à la boulangerie. Quand vous déposez votre billet, bah, à moins que la personne vous redonne le billet, impossible. Vous ne pouvez pas récupérer cet argent-là. Ce qui n'est pas la même chose avec une carte de crédit qui, elle, est en fait un instrument financier, mais qui est lié, si tu veux, à une monnaie papier, si tu veux. Donc, l'idée, ce serait vraiment de dématérialiser, en fait, si tu veux, la monnaie papier qu'il faut avouer est de plus en plus désuète et de moins en moins utilisée. Hein. Moi, je le vois dans mon ancien emploi, tu vois, c'était les gens qui retiraient de l'argent comptant étaient très très rares et souvent des clients beaucoup plus âgés. Là. Exact. Et puis, tu sais, c'est exactement la base de la discussion qui a été soulevée, c'est de dire on voit que le rôle des banques centrales a toujours été ça, puis on s'entend pourquoi est-ce que maintenant on est capable de définir des devises préétablies. Là. On s'entend, on peut en nommer quelques-unes comme étant les principales qui sont échangées à travers le monde. C'est parce que les banques centrales sont arrivées, quand il y a eu un besoin d'instaurer des monnaies pour faire des transactions entre pays, sont arrivées, ils ont réglementé le tout et c'est stable. Ce qui se passe, c'est un peu la même chose. C'est de voir présentement, si on peut dire, il y a eu, comme on l'a dit, le Bitcoin est rendu chose courante et on voit les bénéfices de l'existence du Bitcoin sur le secteur financier au sens large. Ça a été un peu pris maintenant comme étant en bon anglais mainstream par les banques, les grandes banques à charte, ce qui est très bien. Mais en tant que tel, on le remarque fréquemment présentement que ça prend un peu de régulation au niveau du domaine des cryptocurrencies et des crypto-monnaies. On remarque littéralement que sans ça, sans cet axe-là qui est problématique, ben, ça prend de la structure. Et on l'a dit, il y a tellement de problèmes présentement et on en voit à chaque jour, à chaque semaine, des histoires de nouveaux bitcoins qui a fait perdre, pas de bitcoin, pardon, mais de crypto là, qui a fait perdre de l'argent comme ça se peut pas à plein de petits investisseurs, un peu comme les bons vieux Wall Street Bets, là, mais c'est un peu la même logique. Il y a beaucoup de mauvaises informations, donc l'arrivée des banques centrales est encore une fois, premièrement, dans l'axe de dire, ben, il faut contrôler ce marché-là. Il faut contrôler cette industrie-là, ce secteur-là. C'est quand même quelque chose qui est à risque pour l'économie et le transfert de monnaie ou l'utilisation de monnaie qu'on connaît de nos jours. Mais également, c'est de dire, ben, contrôlons ça, premièrement. Deuxièmement, on l'a dit, l'échiquier politique, le fait de dire, ben, on veut garder notre pertinence. L'euro ne veut pas devenir la 8e devise mondiale parce qu'ils n'ont pas suivi le bateau lorsque c'était le temps. Donc, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là qui est très important à considérer. Et il y a également l'autre point, puis je sais que Gab, on en avait parlé à l'époque avec ton magnifique investissement précurseur dans Square, là, qui avait peut-être pas rapporté à la même hauteur que ce que tu le désirais, mais on voit que les compagnies, les sociétés justement comme Square ou des sociétés de paiement par exemple, ou les grandes corporations de services sont de plus en plus en train de dire, tu sais, en anglais, là, mais la nouvelle trend maintenant, c'est quoi? C'est pas de faire des cafés écolos qui ont été cueillis de manière durable là, en paix d'esprit avec les animaux, etc. Là. C'est vraiment le fait d'arriver dans une logique plus digitale et d'offrir justement l'option de payer par d'autres méthodes que par des devises courantes. Donc, certains vont dire, les compagnies aussi vont un peu imposer aux banques centrales l'obligation de faire ça parce que ça devient presque fréquent et on l'avait mentionné avec Tesla. Bon, là, c'est un peu mitigé ce qui s'est passé, mais on peut acheter une Tesla avec des bitcoins à un certain point. Donc, les grandes compagnies amènent ça en termes trendy, en termes d'intérêt. Ça va encore une fois de plus en plus aller chercher les précurseurs et de plus en plus devenir mainstream. Donc, le grand débat présentement, c'est de dire, ben, clairement qu'il y a un besoin, les pays vont vouloir s'embarquer là-dedans, il y a un risque à cause du secteur qui existe déjà, mais aussi l'utilisation de l'autre côté, pas seulement au niveau de l'offre, mais la demande de l'utilité des devises, ben, les compagnies sont en train de faire changer ça, ils sont en train de donner des alternatives qui sont très pertinentes et qui vont devenir de plus en plus intéressantes. La question clé, est-ce que ça va vraiment être adopté par des millions et des millions et des millions et des millions de personnes? C'est un peu ça le débat. Les États-Unis sont plus de l'approche de dire, avoir un UST digital, pour eux, il va y avoir quelques millions de personnes qui vont s'amuser avec ça,
mais officiellement, la population en général ne va pas commencer. Tu sais, je pense pas que nos grands-parents, par exemple, auraient l'intérêt de dire « Ah, ben, je vais aller te payer ça, prendre tu sais, étant donné que tu es en France, aller chercher mon café et mon pain le dimanche matin avec mon wallet digital. » Donc, c'est un petit peu ça le débat, encore une fois. L'utilité réelle de tout ça pour les coûts et les coûts et les coûts. Puis, tu sais, le cas de la Banque centrale européenne, c'est 2 ans d'analyse qu'ils veulent faire. Et après ça, 3 ans d'implantation. C'est dans 5 ans. Là. C'est complètement fou, là, quand même, pour le coût que ça prend pour lancer ça. Là. Mais tu sais, moi, ma vision là-dessus, c'est que dans le futur, c'est certain que c'est pas quelque chose qui va disparaître, là, la monnaie digitale. Puis pour moi, c'est quelque chose qui va gagner en utilisation parce que la technologie derrière, la blockchain, est hyper pertinente en termes de traçabilité. Là, ça ouvre beaucoup de solutions sur, justement, tu as abordé le sujet du commerce équitable. La blockchain, c'est une belle technologie pour justement tracer l'entièreté de l'évolution d'un produit, disons. L'information est disponible dans les grands livres, là, les ledgers de blockchain, pour savoir, tu peux vraiment valider si ton produit vient de X pays d'une culture bio. Fait qu'il y a une technologie hyper pertinente. Donc pour moi, c'est pertinent à cause de ça, la monnaie digitale, c'est quelque chose qui va gagner en utilisation. Là, en ce moment, le problème, c'est que c'est aucunement réglementé. Puis si tu dis, OK, je vais acheter quelque chose avec des bitcoins, fait que là, dans ton portefeuille digital, tu as des bitcoins. Puis là, à cause que c'est pas réglementé, ton portefeuille perd 40% de sa valeur parce que t'es tombé sa mauvaise semaine, puis le bitcoin a chuté de 40%. Fait que là, la Tesla que tu allais t'acheter avec les quelques bitcoins que tu t'étais dit, je vais la payer avec ça, là, t'en as plus assez. Est-ce que tu attends? Tu sais, c'est pas comme une action, là, la crypto-monnaie. Il y a rien qui génère de la valeur derrière. Tu sais, quand tu investis dans une compagnie, tu te dis, cette compagnie-là, elle va générer de la croissance en transformant des produits, en développant des nouveaux marchés, etc. Là, on parle de monnaie. Il n'y a pas de génération de valeur, c'est de la demande puis de l'offre, purement et simplement. Donc, d'avoir des entités comme les banques centrales, qui sont probablement les entités les plus compétentes pour réglementer la monnaie parce que c'est ça leur raison d'être, qui disent, on va s'y intéresser, on va lancer les nôtres. Déjà, pour l'acceptation du grand public, c'est beaucoup plus facile parce qu'on continue à parler d'euros, quelque chose qui est très connu, ou de dollars américains, de dollars canadiens. Donc, déjà là, il n'y a pas un clash. On est sur une monnaie qu'on connaît, juste une nouvelle façon de l'utiliser. Puis en plus, si on peut apporter un peu de réglementation à côté pour justement gérer ce problème-là de variation des valeurs, là, on va commencer à aller chercher une plus grande acceptation. Puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir se mettre à l'utiliser couramment. T'sais. Mais là, en ce moment, avec des balanciers de valeur comme on voit, c'est pas intéressant de garder un portefeuille. Là. Tu fais de la spéculation pure et dure. Là. Donc c'est pour ça, oui, les compagnies veulent apporter ça, pouvoir transiger avec ces monnaies-là, mais ça va nous prendre des monnaies fiables avec lesquelles on fait pleinement confiance. Là. Oui, et puis je partage ton opinion, Thomas, sur ton constat de dire aujourd'hui c'est acté, si tu veux, la crypto-monnaie, c'est une technologie qui est établie, si tu veux, qui a prouvé sa pertinence, si tu veux, surtout le côté, encore une fois, de chaîne de blocs qui peut être pertinent. Et non, quand tu disais, JP, que pour le moment ça n'a pas encore d'application concrète, oui et non, je pense que justement ça va permettre justement à beaucoup de systèmes bancaires qui, faut avouer, étaient vraiment archaïques. Hein. Moi, tu vois, je le dis souvent, j'ai peut-être 2 exemples que je vais pouvoir citer pour conclure ma partie. Mais première étape, c'est que tu vois, par exemple, des patrons de grandes banques canadiennes, qui étaient plutôt mon secteur d'activité avant, j'avais déjà parlé, ils prédisaient déjà que les dernières générations, si tu veux, de guichets automatiques, donc de distributeurs automatiques de billets, ça allait être les dernières, si tu veux. Que la génération, si tu veux, de l'argent papier allait disparaître. Alors l'adoption, l'adoption, si tu veux, en avance, si tu veux, d'un support électronique, peut avoir sa pertinence dans ce genre de cas. Puis, tu vois, j'ai une très bonne anecdote que j'ai, rien pour supporter ce fait-là. C'est, tu vois, mes grands-parents, par exemple, ils découvrent enfin l'utilisation d'un code QR à 85 ans, si tu veux, aujourd'hui. Et ils vont, je dis bien grâce à la Covid,
ils commencent à comprendre exactement c'est quoi un portefeuille électronique. Apple Pay, ça existe en 2021, que c'est vachement pratique. Et ils disent, ah ouais, c'est quand même super. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, encore une fois, grâce à ces supports-là électroniques. Deuxième point, puis moi je vais terminer là-dessus, mais si tu veux, tu vois, quand je te disais que le système bancaire était archaïque, moi qui ai travaillé, si tu veux, dans une banque pendant longtemps, euh, et encore une fois, dans le détail, tu vois, on voyait beaucoup de clients, si tu veux, qui utilisaient encore des chèques, et particulièrement des entreprises, tu vois, pour des montants qui c'était hyper impressionnant, parce qu'il n'y a pas de technologie, si tu veux, plus efficace, plus sécurisée à cette heure-là que le chèque. Alors ça, aujourd'hui, on peut se dire, mais il n'y a rien de moins il y a rien de moins sécurisé qu'un chèque. Tout est validé par juste une pauvre signature. Et c'est malheureux, mais c'est que ça a pris si tu veux, une crise telle quelle pour réaliser, par exemple au Canada, on a, je pense, que ça fait plusieurs années quand même que les ingénieurs de chez Paiement Canada, qui est un peu le gendarme, on va dire, justement des chèques, etc., puis des plateformes de compensation, parce qu'on appelle ça comme ça, au niveau du gouvernement fédéral, et ben ils réfléchissent depuis quelques années justement à un système, si tu veux, électronique qui permettrait de déplacer de l'argent de manière facile, dématérialisée, et avec des paiements qui sont presque instantanés, un peu comme ce qu'on a par exemple en Europe avec le système en tout cas électronique qu'on connaît qui s'appelle SEPA, qui est le système européen des paiements électroniques. Monsieur, tout ça fait partie d'une réflexion, si tu veux, qui est pertinente, si tu veux, et l'adoption, tu vois, par exemple, de plus en plus de fintech, parce qu'on parle vraiment de fintech de nos jours, si tu veux, ça contribue, si tu veux, à permettre des paiements faciles, rapides, efficaces, sécurisés, bref, tout ce que le consommateur courant a besoin, là. Exact. Mais c'est vraiment de faire passer, là, je pense, le domaine des devises là, dans une nouvelle ère. Là. On en parlait dans un autre épisode avec le fameux Hyperloop, là, qu'on disait que c'était la technologie du siècle prochain. Là. Je pense que c'est un petit peu la même chose. Tu as très bien dit avec les chèques. Là, c'est le meilleur exemple qui nous rappelle à quel point ça fait des années qu'on traîne avec le même fonctionnement qui a plein de défauts, mais qui tient le coup. Donc pourquoi effectivement pas commencer à réfléchir. C'est sûr, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui va être de longue haleine. C'est quelque chose que si la zone euro décide d'aller de l'avant et en met une en place, on va s'entendre que les États-Unis vont suivre. On peut parler du dollar canadien également, bien évidemment. On peut parler de la devise brésilienne, etc. Ça va prendre quand même une mise en place international. C'est pas quelque chose qui peut être là en zone euro, mais il faut que ça se fasse partout. Et encore une fois, s'il y a des pays qui prennent du retard, c'est sûr que ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, suivons le sujet, là, mais c'était une nouvelle intéressante, effectivement, là, de la semaine passée, qui valait la peine d'en discuter là, en termes économiques et financiers. Je vais peut-être vous laisser, là, si vous avez un mot de la fin respectif, là, peut-être Thomas, si tu as quelque chose à partager là, pour clore le magnifique podcast d'aujourd'hui. Non, ben juste vous remercier déjà. Deux sujets quand même très, très d'actualité, très intéressants. C'était le fun d'échanger là-dessus. Euh, juste, non, petite pensée à tout le monde. Je sais que c'est difficile. Ceux qui font leur gestion financière eux-mêmes, là, puis qui voient les indices partir d'un bord puis de l'autre, tenez bon. J'avais une petite pensée pour vous. Ouais. C'est vrai. Non, mais tu sais, on a souvent parlé de gestion indicielle puis tout ça, tu sais, que ça facilite la vie au commun des mortels. Ah, ben là, on est dans un scénario où c'est le fun d'en connaître un peu plus, puis de pouvoir se plonger, puis analyser des titres un à un, parce que euh, c'est un scénario pour générer de l'alpha, là, hein, comme vous le savez, les gars. Fait que pour des financiers comme nous, c'est des beaux scénarios, mais Ah bah oui. pour des gens qui font de la gestion indicielle, ce qui est la majorité des gens, puis que c'est parfait comme ça, c'est des très bonnes pratiques, ben c'est des scénarios un peu plus stressants en ce moment parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Euh, donc, lâchez pas. Puis merci les gars. Ça fait plaisir, puis je vais mettre le mot de la fin comme d'habitude. Mhm. N'oubliez pas de partager notre contenu si ça vous a plu. Vous avez tous les liens dans la description, donc sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo. Puis vous savez, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. J'en passe des murs et des pas belles. Et je vous remercie les gars. Et je vous souhaite, en tout cas à tous nos auditeurs, une très bonne semaine. Merci, bonne soirée tout le monde.